Isabelle Moret, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc candidate au Conseil d'État vaudois. Vous êtes actuellement conseillère nationale et PLR, évidemment. Vous avez présidé le plénum durant la crise sanitaire. Finalement, comment vous avez vécu cette pression avec ces honneurs également comment ça s'est passé cette année 2019-2020 pour vous? Alors pour moi, d'être présidente du Parlement fédéral au plus fort de la crise du coronavirus, c'était un gros défi parce qu'il fallait assurer le fonctionnement du Parlement, ce que nous avons fait. Nous avons négocié avec la présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga, une procédure simplifiée pour que le Parlement puisse toujours intervenir par le biais de ses commissions de la santé et des commissions de l'économie, parce qu'il fallait aussi très rapidement venir en aide à tous ces petits indépendants qui ont dû du jour au lendemain fermer leurs portes à leurs clients. Je continue de vous présenter. Vous avez 51 ans, vous êtes avocate de profession. Vous avez un parcours politique qu'on peut qualifier d'habituel en Suisse, conseiller communal à Yon-sur-Morge, député, conseiller national, on l'a dit. Finalement, pour revenir à votre engagement politique initial, qu'est-ce qui fait de vous une femme de droite ? Alors moi, je m'engage surtout pour les Vaudoises et les Vaudois. J'aimerais apporter pour eux plus de qualité de vie. Et mes thématiques principales, c'est la santé, c'est l'emploi, c'est les familles. Et puis, j'essaye, au travers de toute mon action aux différents mandats que vous avez énumérés, d'agir dans ce sens avec des propositions extrêmement concrètes. Par exemple, je me suis engagée pour la déduction des frais de garde qui n'existaient pas au niveau fédéral. Et maintenant, j'aimerais pouvoir les augmenter au niveau cantonal, parce qu'on est par exemple 2 fois moins élevé que dans le canton de Neuchâtel. Vous faites partie de plusieurs organisations aussi. Vous présidez notamment la fêtière des hôpitaux qui s'appelle H+. De nouveau, comment est-ce que des yeux de cette fêtière vous avez vécu cette crise sanitaire? On imagine que ça a eu un impact important. Ah oui, c'était aussi un très grand défi pour les hôpitaux, mais vous voyez que notre système de santé en Suisse, il fonctionne bien. On l'a vu que pendant toute cette crise, on a pu gérer tous ces malades qui arrivaient dans les hôpitaux ainsi que dans les soins intensifs, mais on voit qu'on manque de personnel. Et puis surtout, on n'a pas du tout réfléchi à l'indemnisation des hôpitaux. Certains cantons ont remboursé, ont payé à la place de la Confédération, parce que la Confédération avait fermé les salles d'opération. Elle avait dit on ne fait plus d'opérations planifiées. Certains cantons ont payé. D'autres, comme le canton de Vaud, ont remboursé seulement les hôpitaux publics, mais pas les privés. Or, si on veut pouvoir être efficient et puis maîtriser l'augmentation des coûts de la santé, il faut s'appuyer sur les hôpitaux privés et sur les hôpitaux publics ensemble, mais aussi, par exemple, sur les médecins généralistes, sur les pédiatres et sur les pharmaciens, parce que le premier contact avec le monde de la santé, pour 75% des Vaudois, c'est d'abord le pharmacien. Je vous propose d'en parler en détail tout à l'heure. Je vous pose la question que j'ai posée aux autres candidates et candidats. Je vous donne une baguette magique, vous entrez au Conseil d'État. Quel changement vous faites directement et voilà, si vous n'aviez pas de limitation? Alors, pour moi, en premier, c'est agir pour la qualité de vie des Vaudois sur les questions de climat, sur les questions de santé, sur les questions qui vont toucher les familles et puis aussi qui vont toucher nos aînés. Et pour ça, il faut un programme de législature qui prend en compte l'avenir du canton sur les 5, mais aussi sur les 10 prochaines années, parce que finalement, ce nouveau Conseil d'État qu'on va élire, il va vraisemblablement... C'est un engagement qui est assez long. Donc, il faut pouvoir travailler sur les questions de réchauffement climatique, mais aussi comment permettre aux gens d'avoir plus d'argent dans leur porte-monnaie. Voilà, alors je vous repose la question maintenant. Qu'est-ce qu'on pourrait changer finalement au niveau du système de santé dans le canton de Vaud? On a ces hôpitaux qui ont été sous pression justement durant cette crise sanitaire avec ces lits de soins intensifs. C'est vraiment ce que vous me disiez tout à l'heure, il faut agir sur le personnel, il faut quoi? Recruter, rendre la profession plus attractive? Oui, je pense qu'il faut former, parce que si on a plus de personnel formé, on peut aussi en engager plus. Et donc après, lorsqu'il y a des absences, par exemple pour de congés de maladie ou un accident, c'est plus facile de trouver des remplacements sans que le personnel en place, les infirmières, les infirmiers, doivent tout d'un coup faire des heures supplémentaires. Mais surtout aussi, de manière générale, il faut s'appuyer sur la prévention. Par exemple, avoir un agenda de prévention, un véritable programme de prévention pour aider les gens qui le souhaitent, notamment pour suivre les maladies chroniques.
C'est-à-dire, alors, parlez-moi un peu de ce programme de prévention. Eh bien, en Suisse, en fait, on n'a pas du tout de programme de prévention. Que lorsque vous êtes enfant, vous allez chez le pédiatre, eh bien, les mamans, les parents, ils reçoivent un suivi, ils savent qu'il y a telle et telle chose qu'il faut vérifier à telle et telle année. On leur propose aussi des vaccins. Mais une fois que vous êtes adulte, en fait, vous n'avez plus du tout d'aide. Vous devez finalement un petit peu vous débrouiller tout seul et vous devez vous appuyer beaucoup sur votre pharmacien ou votre médecin généraliste. Et je pense que les généralistes et les pharmaciens doivent vraiment être mis au centre du système de santé. C'est sur eux, sur ces professionnels qu'il faut s'appuyer parce que finalement, ce sont nos coachs de santé. Comment on rend attractif aussi le métier par rapport au personnel? On sait qu'il y a un déficit de personnel spécialisé dans les hôpitaux. Il y a aussi un déficit de personnel dans les EMS, par exemple. Comment est-ce qu'on rend ces professions plus attractives pour éviter les problèmes qu'on a rencontrés durant cette pandémie? En formant plus et en rémunérant suffisamment et aussi en proposant suffisamment de places. Par exemple, comme présidente des hôpitaux suisses, je me suis beaucoup engagée pour qu'on ait plus de centres de réadaptation. C'est-à-dire que, par exemple, une grand-maman qui va tomber, qui va se casser le col du fémur, eh bien, elle ne peut pas rentrer tout de suite à la maison, surtout si elle vit seule, mais on ne va pas non plus la laisser dans un hôpital qui n'est pas adapté. Il faut pouvoir avoir un endroit qu'on appelle un centre de réadaptation, des hôpitaux de réadaptation, où elle va pouvoir en fait se remettre en forme et rentrer plus vite chez elle à la maison plutôt que d'aller dans un IMS. Donc le maintien à domicile, je pense que pour les personnes plus âgées, c'est vraiment important et ça passe par ces centres de réadaptation. Mais c'est aussi fait pour les plus jeunes. Par exemple, si vous avez eu un problème cardiaque, eh bien si vous êtes bien suivi dans un centre de réadaptation, vous aurez la possibilité de retourner plus vite chez vous ainsi que dans votre emploi. Les cliniques privées, les hôpitaux privés, ils n'ont pas été assez sollicités durant cette crise aussi. Est-ce qu'il y a un moyen aussi d'augmenter les interactions? J'en parlais l'autre jour avec la candidate Vert libéral, qui y aurait éventuellement cette association entre un système de santé et un système économique, en disant, bah voilà, c'est pas parce que ces établissements font des bénéfices qu'on ne peut pas les intégrer dans le système de santé un peu mieux? Absolument, il faut plus de coordination et une planification hospitalière qui prenne en compte le public, mais aussi le privé. On a également vu que le vieillissement de la population pouvait poser problème. Évidemment, cette population a été très touchée durant cette pandémie. Qu'est-ce que vous verriez finalement comme amélioration possible à partir toujours du Conseil d'État vaudois? Développer plus l'aide à domicile, densifier ce service, mais surtout laisser au personnel qui est au plus près de nos aînés suffisamment de temps pour s'occuper d'eux, parce qu'on leur demande souvent de time-sheeter, ils doivent faire vite, et pour eux, pour ces personnes soignantes, c'est souvent aussi très frustrant, et c'est aussi frustrant aussi pour les personnes plus âgées qui tout d'un coup sont évaluées, elles ont l'impression que ce n'est plus respectueux, simplement parce qu'en fait, il y a ce stress de faire les choses dans un court laps de temps. Donc il faut laisser suffisamment de temps aux soignants pour intervenir auprès de nos aînés et avoir une densification suffisante pour pouvoir que nos aînés restent le plus longtemps possible chez eux. Il y a un discours fondamental qui est opposé entre l'Alliance Rose-Verte et votre groupe maintenant qui regroupe le PLR, l'UDC et le Centre. Donc du côté de la gauche, on dit les prestations sociales, de transport, etc. Mais voilà, vu qu'on est là-dedans au niveau de la santé, ces prestations ont un coût. Baisser les impôts, c'est impossible. Ce n'est pas votre avis, ce n'est pas l'avis de vous et de votre alliance. Eh bien, on a vu que sur les 10 dernières années, il y avait en moyenne 600 millions d'excédents. Eh bien, est-ce que c'est vraiment nécessaire d'avoir tous ces excédents? Pour moi, c'est important d'investir. Par exemple, d'investir dans le rail et la route. Moi, je me suis beaucoup investie aussi pour la route comme fille de cheminot. Et puis, j'ai la moitié de mon cœur à l'Aisin. Donc, je suis vraiment extrêmement favorable à cette prolongation de l'Aigle-Laisin. Donc, les investissements sont nécessaires si on veut avoir du tourisme
4 saisons. Mais il faut aussi se rappeler qu'il ne faut pas non plus étouffer les gens sous la fiscalité. Voilà pourquoi je m'engage pour les déductions pour frais de garde, mais aussi pour diminuer les impôts pour les personnes physiques. Et développer les transports, c'est aussi parce qu'il est question notamment d'avoir les transports publics gratuits dans le canton de Vaud. Est-ce que ça, ce serait une option qui serait intéressante pour vous? Mais rien n'est jamais gratuit. En fait, les transports sont payés par quelqu'un. Si par exemple vous ne payez plus lorsque vous les utilisez, eh bien ce seront simplement vos impôts qui les payeront. Or, notre système actuel, en fait, il repose à la fois sur une participation de celui qui utilise le transport public et une participation des impôts par nos investissements dans les différents fonds pour la construction du rail. Donc en fait, il y a déjà cette répartition. Et vous parliez tout à l'heure du Chablais, donc qui est notre région évidemment. Les transports publics doivent être aussi pris en partie, pris en charge par des entreprises privées? Alors je pense qu'il faut essayer de coordonner. Maintenant, l'avenir est aussi aux nouvelles technologies. C'est aussi une chance pour nos emplois, mais c'est aussi une chance pour notre transport. Mais si on veut que les gens acceptent d'eux-mêmes d'utiliser plus les transports publics, puisque notre objectif, c'est de produire moins de CO2, eh bien, il faut aussi que ce soit facile. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une cadence suffisante pour qu'on n'ait qu'à se rendre à l'arrêt de bus ou à l'arrêt de train sans avoir à regarder franchement l'horaire. On prend le premier qui arrive. Et une fois que les cadences sont suffisantes, eh bien, c'est beaucoup plus facile de se dire ah ben, je prends le train parce que prendre la voiture n'en vaut pas la peine. Donc on retourne toquer à Berne pour avoir des avantages? Alors les deux, parce qu'on s'est beaucoup battu au Parlement fédéral, notamment avec mon collègue Frédéric Borloo, pour qu'il y ait suffisamment d'argent dans ces fonds, en particulier pour les agglomérations. Donc le canton de Vaud doit réclamer sa part de cette manne fédérale, mais il doit aussi sur son budget investir suffisamment, en particulier dans nos régions. Je vous pose la question comme ça, brute. Qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le réchauffement climatique? Qu'est-ce qu'on fait pour le climat au niveau cantonal? Alors, l'objectif de zéro carbone en 2050, c'est possible, y compris pour... C'est possible, oui. C'est même nécessaire et je pense qu'on y arrivera. Et le canton de Vaud, qui est quand même un grand canton innovant, peut même montrer l'exemple dans ce domaine. Pour moi, il y a un point important, c'est toute la question de la transition énergétique. Et en fait, c'est aussi une chance pour nos jeunes parce que tous ces métiers en fait, de la transition énergétique, des métiers qui sont souvent accessibles par l'apprentissage, c'est les métiers de demain. Mais on a eu, par exemple, on voulait voter une loi au Grand Conseil pour introduire plus de durabilité à l'école. Elle a été rejetée, notamment par la droite. Comment est-ce qu'on forme, justement, comment est-ce qu'on donne aussi envie aux jeunes de s'intéresser à cette transition énergétique? Pour moi, l'école, elle doit aussi se concentrer surtout sur la formation essentielle. Par exemple, le français, les mathématiques, etc. etc. Plus que les questions de durabilité, ce n'est pas seulement en formant les enfants. Moi, je pense qu'il faut vraiment offrir le choix aux gens et d'eux-mêmes, ils vont choisir des transports plus écologiques ou des moyens de vivre plus écologiques si on leur met à la disposition sans qu'il y ait en fait un premium vert, si je puis dire. Vous savez que certains produits coûtent plus cher parce qu'ils sont plus écologiques. Cette différence, en fait, ça vaut la peine d'investir pour payer cette différence. C'est pour ça que je soutiens par exemple les subventions à l'achat de voitures électriques parce que souvent il y a un premium que vous devez payer pour acheter une voiture électrique. Que l'État subventionne ce premium, ça me paraît important parce que comme ça, à choix égal, je suis sûre que beaucoup s'intéresseront plutôt à prendre une voiture plus écologique. On a des problèmes des fois aussi dans le canton avec les énergies renouvelables. On parle souvent des énergies renouvelables comme solution, mais lesquelles finalement on sait que, alors aussi au niveau fédéral, ça peut être fastidieux d'installer des panneaux solaires et que les éoliennes dans le canton de Vaud, ça crispe aussi et ça crée des discussions, notamment également au Grand Conseil. Qu'est-ce qu'on fait pour... quel type d'énergie renouvelable on peut adopter pour avancer dans cette voie? Alors clairement, les panneaux solaires en premier, puisqu'ils sont maintenant incontestés. Et puis, il faut faciliter les procédures pour pouvoir les installer. Mais aussi, on peut faire du partenariat public-privé. Vous savez que, par exemple, une personne âgée dans sa maison, elle ne va pas à 70 ans, 80 ans, investir dans des panneaux solaires lorsqu'on lui explique que ça va être rentable que dans 20 ans. Par contre, si on fait un partenariat public ou partenariat privé-public, où une entreprise, en fait, installe des
des panneaux solaires et prend le risque en charge sur plusieurs maisons de privées, alors à ce moment, ça peut être intéressant. Le canton peut aussi l'aider, par exemple, en créant de telles coopératives permettant de poser des panneaux solaires. Merci beaucoup Isabelle Moret et bonne suite de campagne. Merci beaucoup.